à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir à l'Académie du Climat qui nous reçoit pour les derniers jeudis de l'écologie de cette année, en tout cas avant les grandes vacances. Ce soir, nous allons aborder notre relation aux animaux. Nous allons parler domination, nous allons parler émotion, nous allons parler science, nous allons parler ressenti. Et nous avons 3 invités pour ça, à qui je vais passer tout de suite le micro parce qu'on ne va pas se présenter en double. Donc ils vont se présenter. Rémi. Bonjour à tous et à toutes, Rémi Luglia, je suis historien naturaliste, voilà, titulaire d'une thèse de doctorat sur l'histoire de la protection de la nature en France. Je suis également président de la Société nationale de protection de la nature. Bonsoir, je suis Benoît Grison, je suis biologiste, plutôt zoologiste à la base, chercheur en sciences cognitives, donc je m'intéresse à l'intelligence animale, son évolution, et puis aussi à la question de la conscience animale. Les animaux ont-ils une conscience? Et forcément, je suis très sensible, d'autant plus que je suis par ailleurs sociologue, à la question des rapports homme-animal et à ces représentations qu'on se fait de l'animal qui doivent bouger. Je m'appelle Charlotte Arnal et je suis depuis 7 ans une fervente défenseuse des animaux. Et je porte notamment le sujet de l'entrée de l'animal dans la Constitution. Et ma deuxième question, mon deuxième sujet, c'est comment faire entrer l'éthique animale dans le monde des affaires. Bonjour, donc moi je suis Karine Maillot, co-animatrice avec Isabelle Bonconsent de ce débat. Et pour démarrer, on va donner la parole à Georges Chapoutier qui n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Mais heureusement, on avait une vidéo où il expose très clairement des choses sur la sensibilité animale. Donc Georges Chapoutier qui est à la fois neurobiologiste et philosophe. Alors... Hop. On peut dire d'abord que c'est une sensibilité nerveuse, il faut bien dire ça. Un être sensible, on parle d'animaux comme être sensible, une pellicule photo c'est aussi sensible à la lumière. Donc la sensibilité animale est une sensibilité de type nerveux. On l'appelle en général la nociception, c'est-à-dire l'aptitude pour le corps animal de percevoir des agents qui seront négatifs pour lui. Trop de chaleur, trop de froid, trop de pression, etc. L'écrasante majorité des animaux possèdent cette capacité de nociception. Il y a quelques exceptions. Les éponges ne l'ont pas, elles se comportent, si vous voulez, comme des végétaux, si j'ose dire. Le ver solitaire non plus. Mais l'écrasante majorité des animaux ont de la nociception. Et lorsqu'il y a un agent négatif, ils vont soit retirer la partie du corps menacée, soit se sauver. Lorsque l'on adresse maintenant des animaux qui ont des facultés nerveuses plus développées, un cerveau si vous voulez, la nociception va adopter des formes plus particulières et plus développées, qui seront la douleur, dans ce cas on parle de nociception associée à des émotions, et la souffrance, dans ce cas on parle de nociception associée à une conscience, une cognition. Les deux phénomènes d'ailleurs de douleur et de souffrance sont assez fortement liés. Et on a proposé un terme qui vient de l'anglais, qui est le terme de sentience, pour bien spécifier ces animaux qui ont non seulement de la nociception, mais aussi de la douleur et de la souffrance. On a proposé le terme de sentience, qui veut dire en quelque sorte nociception, plus conscience de cette nociception, plus cognition. Donc seuls les animaux fortement céphalisés ont cette capacité. En gros, les animaux vertébrés, les mollusques céphalopodes comme les pieuvres ou les seiches, et peut-être d'autres animaux. Quand on parle de la conscience, il y a deux choses différentes. Il y a la conscience de l'environnement. Celle-là est très générale pour les animaux céphalisés. Disons qu'elle est incontestable chez les vertébrés, depuis les poissons jusqu'aux mammifères, aux oiseaux, et probablement aussi chez les mollusques céphalopodes comme les pieuvres. Ça, c'est la conscience de l'environnement, ce qu'on appelle la conscience d'accès. Puis alors, il y a un deuxième degré de conscience, qui est la conscience de soi. Alors ça, la conscience de soi, c'est beaucoup plus délicat. Je suis conscient d'être conscient. Il y a un certain nombre de cas qui reposent sur un test qu'on appelle le test du miroir, qui suggère l'ébauche d'une conscience de soi chez un certain nombre d'animaux. Ça a été fait sur des chimpanzés, des dauphins, un éléphant et une pie pour le moment.
Je vous le donne pour les chimpanzés. Vous avez un chimpanzé qui dort, vous peignez sur son front une tache de peinture, le chimpanzé se réveille, vous lui tendez un miroir, il se regarde et il cherche à effacer la tache, montrant par là qu'il se reconnaît dans le miroir, qu'il ne pense pas que c'est un autre chimpanzé. Donc le test du miroir suggère l'ébauche d'une conscience de soi chez les chimpanzés, chez les dauphins, les éléphants et certains corvidés. Ça n'explique pas tout. On sait qu'il y a des animaux très intelligents qui sont probablement conscients d'eux-mêmes, comme certains chiens, et qui n'obéissent pas au test du miroir, qui ne répondent pas au test du miroir. Pour les chiens, on pense que c'est parce qu'ils sont olfactifs. Si on leur proposait un miroir olfactif, ils se reconnaîtraient. Mais ils sont peu visuels. Donc le test du miroir n'explique pas tout. Il a des limites. Le fait qu'on connaisse de plus en plus sur l'intelligence animale et sur la sensibilité animale impose certainement des devoirs à l'homme. Parce que l'homme se veut un être moral. Donc s'il se veut un être moral, il faut qu'il traite mieux des animaux dont il sait maintenant, par la science, qu'ils ont des capacités de sensibilité, de douleur et de souffrance. Alors bien sûr, c'est pas la même chose avec tous les animaux. Il ne traitera pas de la même façon une moule et une huître, ou un ver de terre, et un chimpanzé. Et en plus, il ne s'agit pas de traiter les animaux comme des hommes. Les animaux, dans toute leur variété, y compris nos cousins chimpanzés dont nous sommes très proches, ne sont pas exactement des êtres humains. Ils n'ont pas, par exemple, des besoins de droit de vote ou de droit à l'éducation directement par les parents ou par les instituteurs. Donc, ce n'est pas les mêmes droits, si vous voulez. C'est des droits très généraux, les droits de l'animal, c'est des droits très généraux de ne pas souffrir, et surtout pour les animaux sentients, d'être soumis à des situations qui n'affectent ni leur douleur, ni leur souffrance. Oubliez les chaussettes. Voilà. Ah, rattrapé, désolé. Voilà, ces propos ont été recueillis par je ne sais plus quel membre des JNE, mais qu'elle en soit remerciée. Je crois que c'était une femme en tout cas. En tout cas, donc c'était des propos qui ont été recueillis à la suite d'un colloque qu'on avait organisé sur la condition animale en 2017 ou 2018. J'avais envie de vous faire réagir là-dessus. Est-ce qu'il y a des nouvelles connaissances concernant la conscience des animaux? Peut-être Benoît? Oui, forcément, parce que la science, ça va très vite. Hein. En fait, ce qui se passe, c'est que ce qu'intuitaient des chercheurs comme mon collègue Georges Chapoutier se confirme. Par exemple, on pense que beaucoup de crustacés ont une forme de perception consciente de la douleur, donc une forme de souffrance. Il y a eu des travaux sur les Bernard l'ermite, avec des protocoles que l'expérimentateur irlandais qui les a mis en place dit lui-même ne pas être très moraux en leur envoyant des petites décharges électriques, etc. Mais on peut montrer qu'en fait, ils ont des stratégies intelligentes et non pas de conditionnement pour éviter des douleurs. Bon. Et puis, pour la conscience de soi, ça s'étend grandement aussi, c'est-à-dire qu'on voit maintenant que la Raymanta a conscience d'elle-même. On parlait des dauphins, mais on n'en était pas tout à fait sûr, mais c'est quasiment une certitude. Le fait qu'on puisse avoir conscience autrement que visuellement de soi-même, on l'étend aux serpents maintenant, pas qu'aux chiens, voilà. Et puis, les insectes. Ça, c'est la grande nouvelle frontière, c'est-à-dire qu'on suppose que, par exemple, ce qu'on appelle les hyménoptères, les fourmis, les abeilles qui étaient réputées être des individus stupides mais qui faisaient émerger de l'intelligence à travers le collectif, on suppose qu'ils ont une conscience de certaines choses, voire peut-être même d'eux-mêmes. Alors ça, on voit très très bien à travers certaines expériences, notamment autour du jeu des bourdons. On peut apprendre, dans un premier temps, contre récompense à des bourdons à jouer avec des petites billes de bois qui font rouler, mais là, c'est pour avoir une récompense. Donc c'est un conditionnement classique par gratification, par renforcement. Et puis, si on les laisse à disposition dans l'environnement, les jeunes bourdons semblent s'éclater à faire rouler ça pendant très très longues minutes. Et on considère que ce genre de comportement de jeu sans utilité immédiate est un indice de la conscience de soi-même et des autres. Donc ça a beaucoup bougé en simplement 7 ans, même pas une décennie. Bon, eh ben, on va attaquer le débat par le commencement ou par l'introduction que tu viens de faire. On va parler de l'altérité. Qu'est-ce qui, dans notre rapport aux animaux, concerne l'altérité et doit être interrogé?
Moi, je considère qu'effectivement, on a une difficulté, nous humains, à considérer que les autres sont légitimes à exister. Et je dirais que c'est le problème fondamental de nos sociétés. Alors, ça existe déjà entre nous humains. Voilà, la prise en compte des autres, c'est pas toujours évident. Et au fil de l'histoire, ça n'a pas été très simple. On le voit encore. Hein, il suffit d'ouvrir sa télévision ou ses réseaux sociaux pour voir comment fonctionne le monde actuellement. L'altérité, c'est quelque chose de compliqué. Et quand on l'applique en plus à des êtres vivants qui ne sont pas humains, alors là, on franchit des pas qui sont encore plus compliqués. Et pourtant, c'est une clé pour construire ensemble un monde différent dans lequel ces êtres vivants soient considérés comme des êtres à qui il faut accorder des conditions d'existence satisfaisantes. Et ça, c'est un enjeu qui est majeur dans toutes nos actions, y compris dans nos politiques publiques, et qu'on a beaucoup de mal à faire passer, parce que ça représente pour beaucoup un basculement complet, presque d'ordre civilisationnel, qui est considéré pour certains comme une remise en cause de leur existence même d'humains. Et donc je me demande si la définition actuelle des humains, c'est pas fondé sur cette domination des autres, d'une certaine façon, et si à travers ce thème de la domination, se joue pas finalement notre manière d'exister au monde. Oui, moi je vais rebondir sur ce que dit Rémi, et je pense qu'on est passé de l'animal-objet au non-humain. Mais le non-humain, c'est encore un dualisme qui est assez insupportable aux yeux du naturaliste, parce que comment réduire au statut de non-humain la trentaine de millions d'espèces qui en ce monde, essentiellement des invertébrés entre guillemets, chacune a sa singularité. Et on reste obsédé, et même chez certains collègues, parfois biologistes ou éthologues, par le propre de l'homme. Alors on dit le propre de l'homme se déplace. Avant on croyait que c'était propre à l'homme, mais ça ne l'est pas. Mais il y a sans doute autre chose de propre à l'homme. Mais on ne parle jamais du propre de la fourmi, du propre du singe capucin, ou des capacités extraordinaires avec leur univers perceptif de voir, si j'ose dire, avec les oreilles qu'ont les cétacés ou les chauves-souris. Donc je pense qu'on a beaucoup de mal à essayer de penser la singularité des autres animaux. La nôtre, pourquoi pas, mais celle des autres animaux. Et le fait de les mettre dans la grande catégorie non-humain, bon, c'est peut-être un progrès. C'est un progrès par rapport au fait de les chosifier, de les réifier, comme disaient les philosophes. Mais on reste quand même dans un dualisme. Nous et tous les autres. Alors Charlotte, non-humain, autre qu'humain, animaux, quel terme employer ? Du coup, moi, j'emploie plus en effet le terme non-humain parce qu'on définit les animaux, du coup, les autres animaux, on les définit en creux par rapport à ce qu'ils ne sont pas. Moi, j'utilise plutôt le terme les autres animaux, m'incluant de fait dans la catégorie animale. Et en effet, il y a un enjeu très important sur les mots, parce que les mots portent le monde, on le sait, et en droit particulièrement, le langage du droit relatif aux animaux est absolument réifiant. Sur les animaux de compagnie, la définition d'un animal de compagnie, c'est un animal qui est là pour l'agrément de l'humain. Ils sont donc là pour agrémenter nos vies. Et nous sommes leurs maîtres ou leurs propriétaires. Donc la logique de domination qui s'exerce sur eux se traduit aussi dans le droit. Les animaux sauvages, eux, n'appartiennent à personne. Leur sentience, leur sensibilité est à peine reconnue. Et s'ils n'appartiennent à personne, alors ils sont saisissables par tous. Ce n'est pas forcément beaucoup plus souhaitable. Alors justement, est-ce qu'on peut commencer à parler de ces catégories, du sauvage, de l'animal élevé et de l'animal de compagnie ? Moi, je veux bien. Sauvage, domestique, c'est des catégories effectivement humaines qui peuvent s'expliquer finalement. Après tout, il n'est pas illégitime que nous, humains, on porte un regard sur le monde qui nous entoure et que le catégorise de notre point de vue.
Moi, ça me paraît pas fondamentalement choquant. Sauf que de cette catégorisation va naître des actions ou des légitimités. Exemple, dans l'histoire, la catégorisation de nuisible n'est pas une catégorisation neutre. Elle a généré un droit à éradiquer. Vous voyez, c'est pas juste on désigne ceux qui nous embêtent, parce que oui, il y a des animaux qui nous embêtent, certes. Mais quand on leur a collé cette étiquette de nuisible, ça nous a donné le droit d'en faire ce qu'on voulait et surtout de rechercher cette destruction totale. La notion de nuisible, elle n'a pas toujours existé et elle n'existe pas dans toutes les civilisations. En Éthiopie, le terme de nuisible n'existe pas. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des animaux qui les dérangent. Mais ça veut dire qu'ils ne considèrent pas qu'il faut éradiquer celui qui vous dérange. Vous voyez, il y a plus qu'une nuance dans cette catégorisation. Le terme nuisible apparaît en Europe occidentale, dans nos sociétés, dans l'acception que l'on connaît, plutôt vers le XVIIIe siècle. Auparavant, ce terme est utilisé, mais il est utilisé essentiellement par les lettrés du Moyen-Âge, qui sont en fait les religieux, et il désigne ceux qui viennent troubler l'ordre divin du monde, qui viennent troubler leurs prières. Donc dans ces nuisibles, ils mettent les animaux féroces, et puis ils mettent aussi les femmes, qui viennent troubler les prières des moines. Voilà. Pour eux, ça fait partie du même nuisible, un nuisible un peu divin. Mais vous voyez, ils ne cherchent pas l'éradication. Pourquoi ? Parce que pour eux, au Moyen-Âge, ce nuisible a une légitimité divine. Il vient s'exprimer pour punir les hommes de leurs péchés et les rappeler à la voie de la mesure divine. D'accord ? Au XVIIIe siècle, formidable progrès, le siècle des Lumières, on remet l'homme, avec l'humanisme, on met l'homme au centre de nos réflexions et on va regarder les choses selon le point de vue des humains. On va faire perdre à ces animaux gênants leurs caractéristiques divines. Et donc il ne va rester dans l'esprit d'un certain nombre de personnes très rationnelles uniquement les problèmes qu'ils posent. Et on va les juger en fonction d'un intérêt humain direct et immédiat. Et c'est là où on va les faire entrer dans cette catégorie-là. Dès le XIXe siècle, les naturalistes vont démontrer par la science que ces êtres ne sont jamais nuisibles tout le temps et en permanence. Et qu'il faut donc, selon les contextes, se comporter différemment. Et il faut attendre 2016 pour que dans le droit français, ce terme de nuisible, on le retire progressivement, même si on a gardé un autre terme, espèce susceptible d'occasionner des dommages, qui reprend un petit peu les mêmes choses, mais qui représente quand même une évolution. Vous voyez ? Donc il faut un temps très important pour qu'on décolonise nos esprits de cette façon de penser le monde entre des êtres qui sont perçus comme étant forcément néfaste aux humains. C'est là où la notion d'altérité prend tout son sens, c'est que ça oblige à regarder l'autre, non pas selon notre point de vue, mais selon son point de vue à lui. Et je ne connais pas d'animaux qui cherchent spécifiquement à nuire aux humains. Ils cherchent à exister. Et donc c'est ce regard différent, cette façon de considérer les êtres vivants qui me paraît centrale. Oui, pour rebondir sur ce que dit Rémi, le XVIIIe siècle est vraiment un tournant. Et ce qui est frappant, c'est qu'à la fois au XVIIIe siècle, on voit la volonté de gérer, de contrôler la nature de manière rationalisée, et en même temps, on voit les premières conceptions complètement minoritaires de la conscience animale. Moi, je cite toujours Georges Leroy, qui paradoxalement était inspecteur des chasses du roi, et qui essayait de convaincre à travers ses articles sur les animaux dans l'encyclopédie, c'était quand même pas n'importe quel moyen de diffusion, ses collègues philosophes des Lumières, que l'animal avait une conscience différente de l'homme, mais il en avait une. Et en fait, en tant que minoritaire, ça n'a pas fonctionné. À part Diderot, personne ne l'a écouté. Même Rousseau, qui était contre le fait de faire subir de la douleur à l'animal, il disait plutôt douleur que souffrance, disait « ce n'est pas parce qu'ils sont stupides qu'il faut être immoraux avec eux ». Mais le roi allait beaucoup plus loin. Il disait il y a une conscience de l'animal, etc. Or, cette idée, elle s'opposait à la rationalisation de la nature qu'on voit apparaître en période des Lumières, à savoir qu'à partir du moment où vous dites l'animal a une conscience, cet insecte qui aurait peut-être une conscience, on ne peut plus l'éradiquer.
ce putoie, on ne peut plus l'éradiquer, du moins sans avoir des états d'âme moraux. Et donc, il y a aussi ça, dans l'histoire de la perception de la conscience animale, et du fait de l'admettre à travers des données rationnelles et scientifiquement démontrées, c'est qu'elle s'oppose au fait qu'on puisse stigmatiser sans aucun état d'âme des espèces et pouvoir les, éventuellement, c'était parfois l'objectif déclaré, les faire disparaître d'une région. Ouais, du coup, ça pose la question de sur quels critères on doit attribuer des droits aux animaux. Aujourd'hui, le seul critère valable, c'est la destination qu'on fait de l'animal. Est-ce qu'il est d'élevage? Est-ce qu'il est de compagnie? Est-ce qu'il est sauvage? Les droits sont différents, même si parfois c'est même le même animal qui est dans chacune de ces catégories. Donc, le critère qui semblerait le plus pertinent aujourd'hui pour l'attribution du droit, ça serait la sentience, donc un droit sentientiste. Et en effet, ça rejoint ce que vous venez de dire. J'ai une petite anecdote hier, je me baignais dans une piscine et je passe plus de temps à sauver les insectes qu'à me baigner en vrai. Et ma voisine qui était là avec moi me voit faire et elle me dit « Tu vas quand même pas sauver les guêpes » parce qu'elle se fait piquer et qu'elle a horreur de ces insectes-là. Et donc, ça veut dire qu'on est conditionné pour aimer certains animaux, en manger d'autres. Certains, nous les méprisons, d'autres, nous restons silencieux face à leur souffrance, ou silencieuses. Et à mon avis, la principale déconstruction, elle est là. Bien sûr, je sauve les guêpes, comme je sauve la coccinelle. C'est plus une sollicitude, une mansuétude, une compassion vis-à-vis des êtres qui sont là, qui souffrent et peut-être qui se noient. Comment regarder un être qui se noie sans intervenir? Et ça, c'est aussi ce qu'on appelle le devoir. Comment est-ce qu'on peut aider les animaux? Le devoir d'assistance. Dans notre loi en France, on ne peut pas sauver les animaux comme on veut. On ne peut pas sauver les renards. On ne peut pas sauver des espèces nuisibles. Tu pêches une perche-soleil, il faut la laisser agoniser sur le bord de l'eau. Tu trouves un renard blessé, tu ne peux pas l'amener dans une clinique de faune sauvage parce qu'ils n'ont pas le droit en fait de les sauver. Sinon, ils perdent leur agrément. Donc en fait, on apprend aux gens à laisser tomber les animaux, à ne pas les sauver quand ils ont besoin de nous. Et cette construction nous amène à nous dire que certaines vies valent mieux que d'autres. Et là, on est du coup dans une logique de dominant-dominé et de supériorité, finalement une vision spéciste, un cadre de référence spéciste. Et je sais que ce mot il est assez clivant, mais tant pis, je le partage avec vous. Cette discrimination à l'espèce, elle est extrêmement injuste. Oui, mais je rebondis là aussi sur ce qu'évoque Charlotte, notamment en termes d'interrogation sur l'éthique animale, des animaux dissemblables, parce qu'il y a le conditionnement culturel, il y a des logiques de la domination qui ne sont pas les mêmes dans les différentes sociétés, mais il y a aussi des biais cognitifs, des biais mentaux, pour parler plus simplement, qui sont quasiment précablés dans notre cerveau. On a tendance... Et ça, c'est dans toutes les cultures, à considérer comme quantité négligeable deux types d'animaux. Ceux qui sont très très différents par leur apparence de nous. Une méduse, un poulpe, avant qu'on vulgarise tous les travaux sur l'intelligence du poulpe, etc. Bon, ça, c'est des êtres sur lesquels, à propos desquels on n'aura pas de compassion immédiate. Ils sont trop différents du primate que nous sommes. Et quand ils sont petits, nous n'avons pas de compassion immédiate non plus. Pour les poissons menus frettins, l'insecte qu'on écrase, beaucoup des pionniers de l'éthique animale au cours des siècles dans différentes cultures, je pense aussi dans la culture orientale, ont tendance à faire moins de cas des animaux petits que des animaux qui sont à notre échelle. Bon. Et donc ça, ces biais cognitifs combinés au conditionnement culturel, eh bien, ça nous amène à un travail de déconstruction nécessaire qui est très lourd.
pour changer notre attitude vis-à-vis de ces animaux différents. Des questions qu'on a soulevées, c'est celle de la catégorisation. Voilà, on a tendance à catégoriser les animaux. On parlait de domestiques sauvages. À l'intérieur des domestiques, on a les animaux de compagnie, on a les animaux de rente, on avait avant voilà, les bêtes de somme. Enfin bon, on pouvait avoir différentes catégories comme cela. En réalité, quand on observe les choses, en changeant notre point de vue, on s'aperçoit que ces catégories n'ont pas beaucoup de pertinence pour les animaux eux-mêmes. Ils en ont pour nous humains, on fait ces catégories-là, mais finalement, un rouge-gorge dans un jardin d'une banlieue de la région parisienne, il est sauvage ou il est domestique ? Alors bien sûr, il est sauvage, on ne le tient pas en laisse, hein, il n'est pas dans sa cage, mais il vit dans un milieu qui est artificialisé, très fortement anthropisé. Et donc il vit en relation directe avec les humains. D'une certaine façon, on revient à l'étymologie du terme domestique, il vient de la domus, dans la maison. Une espèce très rare et menacée que l'on va faire se reproduire en zoo, que l'on va ensuite relâcher avec une puce, on va le suivre par balises, etc. Il est sauvage ou il est en domestique ? On le tient en laisse presque numérique, en quelque sorte. Et donc, pour dépasser ces deux catégories, il y a un sociologue que j'aime bien, André Micou, qui avait commis un article, je crois que c'est en 2016, qui interrogeait ces catégories sauvages et domestiques et qui proposait dans notre société de les remplacer par deux autres catégories, le vivant matière et le vivant personne. Le vivant matière, ce sont ces animaux dans ces élevages concentrationnaires que l'on connaît tous. Ce sont aussi ce sauvage que par exemple les insectes, qui sont plus ou moins pris en compte. Pensons aux vers de terre, hein, quand on fait une étude d'impact pour un grand aménagement, on ne prend pas en compte ces vivants-là. On en prend en compte certains, les animaux notamment protégés, ils sont rentrés en droit, donc on en tient compte, et tout le reste du vivant ne compte pas, et donc on ne va jamais essayer d'éviter les dégâts les concernant, on ne va jamais essayer de compenser, si c'est possible, ce qu'on leur fait subir. Et puis il met en face le vivant personne. C'est les animaux de compagnie à qui on donne des noms, à qui on entretient des relations parfois extrêmement fortes. Ils participent à une forme de vie familiale. Ça peut être aussi certaines espèces rares et menacées qui sont suivies et à qui d'ailleurs on attribue des noms, certains vautours relâchés, certains gypaètes, certains pandas, etc., etc. Vous voyez, donc cette catégorie est un peu différente et elle me paraît traduire plus justement les relations en fait que l'on entretient avec ces différents êtres. Et je crois que le terme de relation est quelque chose qui est important en matière d'éthique animale. Alors, moi j'ai une question après sur cette catégorie-là qui sont des questions de territoire justement, puisque tu disais il y a ceux qui vivent dans nos jardins et il y a ceux qui vivent dans les territoires qui sont au départ plus loin de nous et sur lesquels on empiète. Est-ce que toute cet imaginaire qu'on a n'est pas simplement un imaginaire aussi d'envahisseur vis-à-vis d'eux ? Oui, les humains ont souvent tendance à se sentir envahis par les autres, alors qu'en réalité, c'est nous-mêmes qui empiétons sur leur territoire. Et les autres êtres vivants essayent de s'adapter au monde que l'on leur conduit. Enfin, tout le monde se rappelle de la crise Covid et du confinement. Et on voyait dans les médias, on voyait sans arrêt des reportages qui expliquaient que la nature reprenait sa place. C'est toujours le terme qu'on emploie, la nature reprend sa place. Et on voyait des canards qui se baladaient dans les rues à Paris. On voyait des sangliers dans telle ou telle banlieue périphérique, etc., etc. Et en fait, on s'est aperçu à ce moment-là que quand l'humain arrêtait ses pressions, arrêtait de prendre toute la place, eh ben, les autres vivaient mieux. C'est assez curieux quand même, n'est-ce pas ? Bon, donc effectivement, on le voit pas parce qu'on le fait en permanence. Mais les humains prennent une place monstrueuse sur l'ensemble du monde et on contraint, même sans le vouloir, en permanence les autres êtres vivants qui doivent en permanence s'adapter à nous. Et les espèces qui ont des facultés d'adaptation plus importantes arrivent à se faire une place, les autres disparaissent. Donc c'est bien cela qui me paraît quand même le grand désastre de notre époque, c'est que l'humain prend toute la place.
Oui, oui. Et de fait, on a une obsession des espèces invasives qui est parfois injustifiée et qui est une projection humaine. C'est très clair. Quand on regarde en histoire des sciences, l'histoire de l'écologie scientifique, les pionniers, notamment Elton, Odum, etc., anglo-saxons, qui ont pensé la notion d'espèces invasives, les métaphores sont très clairement marquées par la notion d'immigration indue dans l'humain qu'on transpose à l'animal. Et effectivement, c'est un paradoxe presque bouffon, parce que s'il y a une espèce invasive, c'est bien l'espèce humaine. Hein. Moi, j'aime bien la théorie politique du droit des animaux de Donaldson et Kim Lika, donc le livre Zoopolis, qui est un livre vraiment très intéressant, qui propose 3 nouvelles catégories. C'est peut-être ceux qui sont allés le plus loin dans la réflexion. Il propose d'offrir la citoyenneté aux animaux de compagnie, la résidence aux animaux liminaires. Donc il crée une nouvelle catégorie que sont ces animaux qui vivent près de chez nous, qui dépendent d'une certaine façon de nous, qui ont choisi d'habiter nos espaces, comme les pigeons, les rats, etc. Et d'offrir la souveraineté aux animaux sauvages. Donc on a une approche plus politique du droit des animaux qui est en effet basée sur la question des relations qu'on entretient avec eux et que eux souhaitent entretenir avec nous. Alors comment on sait quelles relations les animaux pourraient avoir envie d'entretenir avec nous ? Benoît, en mettant bien le micro sur ton menton. Oui, volontiers. Non, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est très problématique dans notre relation aux animaux. Ça a été évoqué plusieurs fois depuis le début de cet échange. C'est qu'on projette sans cesse notre vision de l'environnement et notre vision du monde sur eux. Et précisément, le monde perceptif des animaux, les différents univers sentients des animaux sont incommensurables. Ils sont très peu connectés, en fait, sauf entre prédateurs et proie. Parce que là, les univers perceptifs et la vision de l'environnement doivent être en partie la même. Soit pour attraper celui qu'on mange, soit pour lui survivre et lui échapper. Et donc, il peut y avoir une dérive secondaire, après ne pas avoir reconnu des droits aux animaux, c'est projeter des catégories tellement de la police de la cité humaine sur les communautés biotiques et les communautés animales. Ce qui est clair, ça serait déjà très beau si on reconnaissait le droit de vivre à toutes ces communautés biotiques, si on cessait d'empiéter sur la dynamique de population de toutes ces espèces clés des écosystèmes, ce qu'on ne fait absolument pas. On parle des insectes. Les insectes, on est en train de détruire la base, comme vous le savez tous et toutes ici, parce que vous êtes concernés par les questions animales si vous venez écouter un tel échange. Ils constituent la base de tous les écosystèmes dits complexes et on les détruit sans état d'âme. Donc voilà, déjà ce droit à l'existence, c'est pour moi le plus fondamental. Parce qu'après, je trouve ça très intéressant, Zoopolis, mais c'est des catégories très anthropocentrées par définition, citoyenneté et autres, etc. Mais le droit à l'existence, voilà, ça reste la chose incontournable. Et je rajouterais au droit à l'existence le droit à une forme de liberté. Il ne s'agit pas pour moi uniquement d'exister, mais c'est de pouvoir avoir cette liberté, presque sur le concept humain, mais de pouvoir accomplir son existence selon ses capacités et ses envies. Et donc pas exister uniquement avec des contraintes, mais je pense que c'est ce que tu disons que effectivement, c'est très bien que tu précises ça. Pour moi, c'est une extension du droit à l'existence, parce que si on respecte le droit à l'existence d'une espèce sentiente qui vit dans un univers mental et perceptif différent, il ne faut pas non plus détruire son écologie psychique. Donc l'environnement, pas seulement physique et biotique, mais sa possibilité de vivre dans des conditions qui sont psychiquement lui correspondant. On sait très bien qu'il y a une psychiatrie animale dans les zoos, et on sait très bien, au-delà des efforts de certains biologistes de la conservation, que la conservation en zoo est bien entendu un pis-aller, y compris sur le plan psychologique et sur le plan de l'environnement psychique de l'animal. Juste une question, est-ce que tu peux développer un peu la psychiatrie animale ?
Oui, alors ça c'est quelque chose qui est un domaine qui a été un petit peu refoulé, mais qui remonte à loin. Disons que dès les années 1930, il y a des vétérinaires, même s'il n'y avait pas encore de vétérinaires comportementalistes, qui n'ont pu que constater qu'un certain nombre d'animaux en captivité, au début surtout des vertébrés, avaient des comportements qui étaient complètement pathologiques. Par exemple, des comportements stéréotypés. Il y a certaines antilopes qui par jeu moteur sautent sans raison, par exemple. Mais quand vous voyez une antilope qui passe son temps à faire ça dans un enclos très court, vous interrogez sur sa santé mentale. Et il y a eu après des travaux en psychiatrie animale. Il y a même, ça a même conduit à des réflexions sur les parallèles entre certaines formes de pathologie psychique animale et humaine. Le problème, c'est que tout ça venait contre la conception du zoo tel qu'on l'avait il y a encore quelques décennies, contre une conception anthropocentrique, et il y a assez peu de chercheurs encore aujourd'hui qui travaillent sur ces pathologies mentales animales en captivité, mais elles existent incontestablement. Mais d'ailleurs, la meilleure preuve qu'elles existent, c'est que ceux des acteurs des mondes des zoos qui ont essayé de favoriser le bien-être animal n'ont pas pensé, comme s'imagine souvent le grand public quand il ne s'intéresse pas directement à ces sujets-là, qu'aux questions d'espace de vie, au sens physique, mais on pensait aux questions de bien-être. Par exemple, il y a un zoo à San Diego qui est relativement modèle, même s'il n'y a jamais pour moi de zoo idéal ou zoo modèle, je ne suis pas très favorable aux zoos, où on donne des jouets aux varans et aux crocodiles parce qu'ils ont besoin de jouer. Bon, et ça, c'est des choses qui auraient paru surréalistes autrefois. Mais des grands vétérinaires comportementalistes avant l'heure l'avaient dit dès les années 1930. Et de façon pragmatique, dans l'histoire des zoos, on voit ces préoccupations qui existent dès le 19e siècle. Alors, non théorisées, mais effectivement, pour les zoos, l'important c'est que l'animal reste en vie. Et faire en sorte qu'il se sente le mieux possible lui permet de rester en vie. Donc il y avait un intérêt, et donc les soigneurs ont pu développer aussi de façon très pragmatique ces pratiques. Je le disais tout à l'heure, je parlais de liberté. En fait, il s'agit d'une liberté pour eux d'exprimer leur capacité adaptative et évolutive. Et en disant cela, je ne dis pas qu'il faut séparer les humains des autres animaux, même ceux qu'on appelle sauvages. Je prends l'exemple de l'hirondelle de fenêtre. Elle niche dans les villages. L'hirondelle rustique, elle niche ou elle nichait. Bon, on pourrait parler des populations dans les granges. Donc la séparation n'est pas forcément absolument nécessaire. Le castor d'Europe, quand il a été sauvé de l'extinction dans les années 1900, sauvé de l'extinction, il est revenu sur les cours d'eau et il s'est adapté à un monde qui avait considérablement changé et qui s'était fortement anthropisé. On le retrouve en pleine ville. On va le retrouver au cœur de la ville de Lyon. On va le retrouver à Blois, à Tours, à Orléans, à Nantes, à Angers. En ville, on trouve des familles de castors qui arrivent à tracer leur chemin parce qu'on leur laisse la possibilité de s'adapter à ce monde et ils en sont en même temps capables. Donc c'est pas le récit que je prononce, c'est pas un récit d'une grande séparation à faire, mais c'est vraiment un récit de trouver une nouvelle réconciliation, entre les humains et les animaux. Et elle est possible à condition de les considérer et à condition de rechercher cette cohabitation, donc de sortir d'une logique de peur de la nature, de volonté de tout contrôler, de tout piloter, et d'accepter qu'en face de nous, il y ait des êtres vivants qui font leur choix, qui ont leurs besoins et que l'on doit les prendre en compte. Il faut accepter que ces animaux sont aussi des voisins. Des humains sont des voisins, et les voisins, bon, parfois ça se passe bien, et parfois c'est un peu plus crispant, et on accepte ce qu'ils sont, on essaye de négocier avec eux la place de chacun. Oui, c'est important, Rémi, je vais être très bref, mais cette notion de réconciliation, entre guillemets, parce que en réalité, très souvent, le discours qu'on a entendu, même pendant longtemps chez les naturalistes, c'est les êtres humains, c'est des êtres de culture, les animaux, c'est des êtres
uniquement de nature, mais en fait, les animaux ont aussi des cultures comportementales qui leur permettent de s'adapter, mais sauf qu'on n'apprécie pas toujours ces cultures comportementales. Quand le cacatoès à huile jaune se met en pleine mégapole australienne, Sydney ou Melbourne, à savoir ouvrir les poubelles, et au fur et à mesure qu'on change les dispositifs de fermeture des poubelles, ils apprennent, les individus innovateurs, à trouver le truc pour ouvrir la nouvelle poubelle et transmettre ça à leurs collègues, à leurs congénères. Et évidemment, c'est une culture animale adaptative à la coexistence avec l'environnement humain qui ne nous plaît pas, et pourtant il faut lui faire une place. Je m'empresse de dire que d'ailleurs les pouviers de Melbourne et Sydney ne sont pas du tout contents, mais n'ont jamais prononcé le mot éradication, n'ont jamais eu la volonté de, bien sûr, de stériliser ou de tuer les cacatoès à huile jaune. Mais oui, cette coexistence n'est pas toujours facile, mais cette réconciliation passe par ménager la place à chacun, autrement on ne s'en tirera pas en termes d'avenir de la biosphère. Alors justement, cette coexistence, comment on peut la faciliter? Charlotte parlait de travail, par exemple, avec le monde des affaires. Est-ce qu'il y a une façon d'aborder cette notion avec les entreprises qui peuvent avoir du terrain autour de leurs entrepôts, par exemple? Alors, ouais, nous on travaille plutôt sur la notion de zoo-inclusivité à cet endroit-là. C'est-à-dire comment on peut faire société avec les animaux, avec les autres animaux, comment on peut imaginer évoluer dans des espaces mixtes, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. En effet, les animaux circulent pas ou peu. Les animaux de compagnie sont les bienvenus dans notre sphère privée, mais pas dans l'espace public. Les animaux d'élevage, nous ne les voyons pas. Quant aux animaux sauvages, dès lors qu'ils arrivent dans la ville, ils sont mal accueillis. Donc la zoo-inclusivité vise à étendre la question de l'inclusivité humaine, donc les principes d'inclusivité de genre, de handicap, de race, etc., à la question de l'espèce. Donc c'est une piste assez intéressante. En revanche, j'aimerais quand même peut-être déplacer un petit peu le débat de l'animal sauvage, parce qu'on parle quand même beaucoup de lui, des animaux sauvages, sur les animaux d'élevage, parce qu'en termes de biomasse et de nombre d'individus, c'est juste ceux-là en fait qui sont le plus amenés et à souffrir et à des niveaux de souffrance importants, et en nombre d'individus, c'est énorme. Je crois que la biomasse terrestre des animaux sauvages, c'est 4%, là où celle des animaux d'élevage, c'est 60%. J'ai juste regardé les chiffres, je me les suis rappelés pour cette conférence. Chaque jour, pour la consommation humaine dans le monde, c'est 5,6 milliards d'animaux qui sont exécutés, tués, ou appelez ça comme vous voulez, dans le monde. Ça veut dire que le temps de cette conférence-là, on aura zigouillé plus d'animaux que d'humains dans toutes les guerres de l'humanité. Donc en fait, les chiffres sont absolument fous sur la question de l'élevage. Et ceux-là, en fait, on les oublie. Et pour moi, la question des droits, c'est pas que les droits des animaux sauvages ou domestiques, c'est surtout ces droits-là, ceux qui sont le plus bafoués. Et la question, moi, qui m'a habitée pendant tout le temps que j'ai fait, que j'ai passé mes diplômes universitaires de droit et que je me suis intéressée à la question, c'est: les animaux nous appartiennent-ils ou s'appartiennent-ils à eux-mêmes? Et je pense que si on répond à cette question, et si on y répond avec sincérité, on ne peut pas continuer à les traiter comme on les traite aujourd'hui. Et la question de la consommation me paraît quand même essentielle à adresser dans une table ronde comme celle-là. Oui, évidemment, au fil des siècles, et de plus en plus, ça s'accélère, la part des animaux d'élevage est devenue majeure sur Terre. Et ça montre bien le grand déséquilibre qu'il y a au travers des écosystèmes, que certains appellent l'anthropocène. Le terme est plutôt bien choisi, hein, voilà, anthropocène ou technocène, comme on veut, ça relève de la même catégorie. Moi, je n'opposerai pas les questions d'éthique animale appliquées aux animaux d'élevage et ceux concernant la faune sauvage. En historien, moi j'observe qu'au milieu du 19e siècle sont nées à peu près au même moment deux grandes associations, la SPA, 1845,
voilà, dont les premiers combats ont concerné les animaux dits domestiques, mais qui rapidement est venu aussi à considérer les souffrances causées aux animaux sauvages, et notamment aux petits oiseaux, les petits passereaux, hein, que certains s'amusaient à aveugler pour développer leur qualité de chant. Voilà. Et donc c'est des combats que la SPA a menés à la fin du 19e siècle là-dessus. Et puis est née en 1854 la Société d'acclimatation, qui est devenue depuis la Société nationale de protection de la nature, qui est la première association au monde, qui, et en France évidemment, qui s'est intéressée à ces questions de protection de la nature. Après, il y en a bien d'autres qui sont apparus. Et c'est pas un hasard qu'elles soient nées au même moment, parce qu'à cette époque-là, les personnes qui composaient ces deux associations étaient plus ou moins les mêmes. Et les liens entre ces mouvements étaient assez forts. Et donc on portait les combats, les mêmes personnes, souvent savantes, naturalistes, portaient des combats en faveur des chevaux, par exemple. C'était le premier combat de la SPA. Et également en faveur des animaux menacés. Pour eux, ça faisait partie d'une même vision. Les choses se sont séparées à partir des années 1900, notamment avec la grande crise, la grande controverse autour de la vivisection. Et là, lors de la vivisection, un certain nombre de scientifiques ont considéré que les protecteurs, les défenseurs des animaux étaient victimes de sensiblerie. Et donc on a rejeté un peu, on va dire, la SPA, alors que les vrais scientifiques étaient sérieux et donc ne s'intéressaient plus à ces questions-là. Il y a eu une sorte de coupure qui s'est développée dans les années ensuite 1930, 1940, et là actuellement ces deux mouvements ont du mal à fonctionner ensemble. Alors que pour moi, ça fait partie d'une même cause, d'une même éthique, la façon dont on a de regarder les animaux. Oui, je pense que ce que tu évoques montre bien aussi que la grande dichotomie entre les acteurs sociaux, quelle que soit la culture, hein, que ce soit la culture occidentale, africaine, orientale, etc., c'est entre ceux qui effectivement ont une vision de l'animal comme objet et ceux qui s'y refusent. À partir du moment où vous y refusez, il y a une porte ouverte éthique et fondamentale. Hein, je pense qu'on n'est pas beaucoup dans cette salle à aimer la chasse, mais de fait, quand vous voyez une ethnie qui est une des dernières ethnies de chasseurs-cueilleurs en Tanzanie, les Hadza, qu'un ami cher étudie depuis 20 ans, et quand il m'explique que chaque antilope tuée, il faut faire un rituel pour s'excuser de ce meurtre. Bon, en l'occurrence, c'est une danse très particulière, la danse épémée. Là, on voit effectivement cette porte ouverte éthique qui est ouverte par ceux des acteurs sociaux qui ne considéreront jamais qu'un animal est un objet. Actuellement, ce grand divorce entre les milieux scientifiques qui étaient plutôt sensibles à la protection de la biodiversité, chose sérieuse, et les milieux de défense des droits de l'animal, de lutte contre la souffrance animale, il commence à se réduire un peu. Hein, on en parlait tout récemment, là, il y a une heure, off, parce qu'il y a tout ce courant, notamment en France, autour d'instances comme le FC3R, c'est-à-dire l'idée des fameux 3R, les animaux de laboratoire, essayer de les remplacer dans les organismes de recherche, on n'y est pas encore, hein, et ne serait-ce qu'avec les progrès de la connaissance. Ensuite, pas seulement essayer de les remplacer, mais si pour l'instant on n'a pas vraiment la possibilité de les remplacer pour mener des recherches sensibles, ça c'est le point de vue des chercheurs, notamment en cancérologie, les réduire au maximum en effectifs, et enfin, ces effectifs qui restent, essayer de minimiser la souffrance pendant les protocoles. Bon, et bien ça c'est un tournant, parce que pour la première fois, ça donne une base de discussion entre des scientifiques qui s'étaient beaucoup séparés du monde des associations de défense éthique animale et celle-ci. Voilà. C'est toujours pareil. Si on sort de l'animal-objet, du paradigme de l'animal-objet, beaucoup de choses deviennent possibles. Après, c'est une évolution difficile, hein, y compris des législations en termes de décisions politiques. Alors, est-ce qu'on en sort un petit peu dans les milieux scientifiques? Est-ce qu'on peut considérer quand même que dans la société, ça bouge de façon importante, pas importante? Je voulais revenir un instant sur les milieux scientifiques, et après repartir sur cette question. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Benoît et Charlotte, hein, quand on dit que ces combats sont liés, et surtout que le grand déclencheur, c'est finalement la représentation qu'on a de l'animal entre objet ou être vivant. Voilà. Et donc, c'est vraiment de l'ordre de la considération qu'on lui porte. Ça, c'est un point fondamental. Et je crois que nous, naturalistes de terrain, protecteurs de la nature, on a beaucoup
beaucoup à apprendre des combats autour de l'éthique animale, parce que on se targue, et on le fait, de mener des études scientifiques qui sont protocolées, qui sont normées, et qui font rentrer les animaux sauvages que l'on observe dans des cadres, dans des cases, qui nous permettent ensuite d'avoir des conclusions scientifiques solides et robustes. Voilà, la science écologique est avant tout une science quantitative, et heureusement, parce que ça produit des résultats qui sont sérieux. Mais en faisant cela, on a perdu des choses, et on a perdu des choses de l'ordre de la relation que sur le terrain on peut entretenir avec les espèces que l'on observe. On les fait rentrer dans une norme, et on a tendance à oublier que chaque être face à nous a aussi sa singularité, a son individualité, a sa personnalité. Et donc ces apports-là, on les gomme, on les efface, on les met à distance, on perd aussi en relation. J'ai le sentiment qu'actuellement, il y a quand même un certain nombre de courants qui n'hésitent plus, enfin, moi j'hésite plus à le dire en étant naturaliste, qu'il faut s'intéresser aussi au qualitatif, et il faut observer le vivant tel qu'il est dans son individualité. Personnellement, j'écris un livre sur le castor d'Europe, Vivre en castor. Rien que le titre déjà, voilà, ça interroge mes amis naturalistes et les protecteurs de la nature. Mais je montre des exemples d'individus castors ou de familles qui ont eu des comportements différents de ce que les naturalistes attendaient. Ils sont sortis des normes, et ça fait réagir les naturalistes en disant on a un déviant, le terme, un déviant, il ne rentre pas dans notre cadre. Pardon, mais c'est des termes qu'on a utilisés pour les humains, et on les emploie pour les animaux. Et on les emploie aussi pour les animaux domestiques ou les animaux de compagnie. Donc je pense qu'il est intéressant de s'intéresser aussi clairement à ces cultures, tu l'as dit, à ces cultures, à ces individus, à ces personnalités, les révéler. Oui, moi je pense aussi que c'est une évolution de la science. C'est-à-dire qu'en philosophie des sciences de nos jours, on ne considère pas que le summum de la science, c'est l'approche quantitative. C'est une approche, mais l'approche qualitative aussi a sa place. Et bien entendu, quand on s'intéresse à la conscience animale, ce qui est mon cas, sans nier que par exemple les bilans quantitatifs sont fondamentaux dans les analyses d'écosystèmes, et ça permet en plus normalement, si tout se passe bien, de donner aux politiques des critères de décision pour sauvegarder les dits écosystèmes, eh bien quand on s'intéresse donc à la dite conscience animale, on s'intéresse à cette singularité. Forcément, un exemple formidable à propos de la conscience des insectes, dont il est un des grands pionniers, c'est le chercheur anglo-allemand Lars Schitka, qui a réussi à montrer qu'il y a une personnalité chez l'abeille, c'est-à-dire qu'il y a des personnalités pessimistes et optimistes. Pourquoi ? Parce que si on fait subir à l'abeille, et lui-même il dit c'est pareil, c'est un peu limite d'un point de vue éthique, mais c'est pour la bonne cause, parce que ça va avoir des incidences éthiques. Si on fait subir à l'abeille un stress contrôlé, qui n'est pas du tout nocif pour sa santé, certaines mettent des jours à s'en remettre, parce qu'il y a un équivalent, un analogue du stress post-traumatique, et d'autres s'en remettent rapidement. Et Schitka dit qu'il y a des abeilles pessimistes et optimistes. Les abeilles optimistes reviendront assez vite vers la prise de risque et vers l'exploration. Les autres resteront traumatisés beaucoup plus longtemps. Donc, la singularité, elle est au cœur de l'analyse de la conscience animale et d'une de ses expressions, c'est-à-dire les cultures animales. Parce que les cultures animales, comme tu l'as très bien dit, sont toujours impulsées par des individus qu'on peut décrire. Alors, ça pose problème d'ailleurs d'utiliser ce terme-là en science, parce qu'il est très connoté en termes de jugement de valeur comme déviant. Alors, j'aime pas trop dire non plus innovant, parce qu'on a l'impression qu'on en parle d'économie ou c'est anthropomorphique, mais en tout cas des individus pas comme les autres qui vont frayer des voies d'adaptation inédites pour le groupe et qui seront peu à peu suivies. Donc oui, la dimension qualitative elle est importante aussi maintenant en science, et du coup ça aide la science aussi à renouer d'autant plus avec la question de l'éthique animale. Tout à l'heure d'élevage, est-ce que pour toi, Charlotte, on peut y avoir un élevage respectueux des animaux et dans lequel les animaux ne soient pas considérés comme des objets ? Non. À partir du moment où on décide qu'une autre créature, on décide du moment où elle va mourir de manière prématurée, même si elle a eu une belle vie, on reste dans une logique de domination. C'est ce qu'on a vu au début de la conférence. C'est comme si... alors, il y a le don contre don. Je donne une vie bonne, en échange tu me donnes ta vie. Si c'était
le parallèle avec l'humain, ça nous paraîtrait fou de dire bah, tu es mon enfant, je t'ai donné la vie, mais maintenant c'est terminé, tu as 18 ans et c'est fini. Donc ce qu'on accepte pas pour nous, pour quelle raison l'accepterait-on chez les animaux? Donc et j'insiste bien sur cette question de domination, en fait, elle existe aussi au niveau des humains. Le sexisme, le racisme, encore une fois cette idée que des êtres sont supérieurs à d'autres et que les êtres vulnérables peuvent être exploités, soumis, asservis. Et du coup, quand on affaiblit une de ces dominations-là, on affaiblit aussi toutes les autres. Donc quand on commence à questionner la domination sur les animaux, on questionne aussi la domination sur les catégories humaines. Donc toutes ces logiques sont liées. C'est pour ça que pour moi, l'élevage, même le petit élevage, même s'ils ont une belle vie, voilà, le fait de décider de la vie ou de la mort d'un être vivant est une manifestation de notre domination sur lui. Donc, c'est pas OK. Et pour répondre à la question d'Isabelle, auquel je n'ai pas répondu, effectivement, moi j'ai le sentiment, c'est un sentiment, que les choses quand même évoluent et se transforment dans la société. Alors jamais assez vite, hein, et notamment dans le droit et au niveau des décisions gouvernementales, mais je parle là des citoyens. Quand on discute avec des jeunes, quand on discute avec des concitoyens, on s'aperçoit que les conceptions quand même évoluent et bougent beaucoup actuellement. Charlotte évoquait la question de l'alimentation. C'est des choses qui progressent à toute vitesse. C'est une évidence, à toute vitesse. Actuellement, la situation n'a rien à voir avec celle qui a été il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Pensez aux cantines scolaires, par exemple. Donc ça progresse très vite, ça bouge. Et puis, ce côté sensible de relation avec le vivant, c'est quelque chose, je pense, qu'une bonne partie de nos concitoyens cherchent à trouver ou à retrouver, peut-être de façon un peu imaginaire d'ailleurs, mais un peu fantasmée. Mais néanmoins, il y a une recherche, il y a une envie. Et je dois dire que la crise Covid et le confinement a quand même eu des effets de ce point de vue-là. Ce besoin de nature, alors là je sors simplement des animaux, mais ce besoin de nature et d'une nature plutôt en bon état, on s'est aperçu de façon empirique que ça faisait du bien aussi aux humains, ce qui avait été déjà démontré par la science. Oui, alors je pense que en fait la crise du Covid nous a marqué à plusieurs niveaux, bien sûr. Alors là, j'enfonce une porte ouverte par définition, mais il y a un niveau fondamental. Quelque part, ce virus qui nous a tant menacés en tant que population humaine, ah oui, il n'est pas là pour nous. La nature n'est pas là pour nous. Nous sommes juste un élément. Mais au-delà de ça, ça nous a sensibilisés à quelque chose que beaucoup d'acteurs ont du mal à intégrer, y compris certains collègues hospitalo-universitaires, c'est-à-dire la santé intégrative. L'idée de One Health, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous dérégulez les écosystèmes, vous dérégulez très vite, pas que la santé écosystémique, mais la santé des animaux qui composent l'écosystème, la santé des humains qui vivent dans des villes et qui se sentent loin de l'écosystème. Et l'affaire de Wuhan en ça a été très très révélatrice. Et l'approche One Health qui était là depuis à peu près une vingtaine d'années, moi j'ai vu qu'elle a été de plus en plus appropriée par des collègues qui étaient très peu sensibles à ces questions-là après la crise du Covid. Comprendre que tout se tient et que la santé de la nature, la santé de nos sociétés, avec aussi bien sûr les plus précaires, qui sont aussi les plus impactés en termes de vulnérabilité aux épidémies, et notre santé individuelle, tout ça, c'était une seule et même chose. Et d'ailleurs, on a bien vu la recherche chaotante, comme toujours en science, ça a choqué les non-scientifiques, mais la science et ses erreurs, à savoir quel était le vecteur du virus, était-ce un pangolin, était-ce une chauve-souris, etc. C'est pas traduite par une stigmatisation de ces animaux-là. Les gens ont bien compris qu'il s'était passé quelque chose dans les forêts du sud-est asiatique qui favorise ce genre de catastrophe sanitaire pour les animaux et pour les humains, et que, hélas, tous les gens spécialistes de santé écosystémique le disent, ça risque de se reproduire. Alors, le titre de cette table ronde, c'est « Réinventer nos rapports
aux animaux. Donc, est-ce que vous auriez des pistes? Alors, Charlotte, on a esquissé une qui est de ne plus manger de viande. Est-ce que, non, ou moins, enfin, je ne veux pas caricaturer, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Je ne sais pas. Charlotte, peut-être, est-ce que j'ai bien résumé ce que tu as dit? Plus ou moins, mais en tout cas oui, c'est une piste qui est pour moi la première. Enfin, l'idée c'est qu'avant de réinventer, il faut déconstruire, sinon on remet une pièce dans la machine. Donc pour déconstruire, ça veut dire qu'on déconstruit cette idée que je suis supérieure à l'autre. Donc on parlait d'altérité. Donc si je suis pas supérieure à toi, que tu es sentient, que tu es l'objet de ta vie, que tu es le sujet de ta vie, alors tu mérites de la vivre pleinement. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait des animaux d'élevage? Où on les met? Comment on apprend ou on réapprend à vivre avec eux? Donc la question pour moi de réinventer nos relations avec les animaux, elle se produit quand déjà on a attribué à l'ensemble des animaux sentients des droits inviolables ou des droits fondamentaux. Le droit à ne pas être torturé, à ne pas être mangé, à ne pas souffrir, à ne pas être enfermé ou emprisonné. C'est les mêmes droits qu'on a nous. Si en fait on se sent en sécurité quand on sort dans la rue, c'est parce qu'on a des droits fondamentaux. C'est parce que personne ne peut nous emprisonner, nous faire du mal. Et on n'a pas octroyé à aucune autre espèce ces droits-là, pour les raisons arbitraires qu'on a vues tout à l'heure. Donc si on considère que les animaux sont sentients, qui s'appartiennent à eux-mêmes, alors les droits inviolables doivent leur être attribués. Et à partir de là, on peut commencer à imaginer des nouvelles relations avec eux, qu'on ne connaît pas. Parce qu'en fait, on ne sait pas un cochon, en vrai, une vache, qu'est-ce qui se passe quand on les laisse évoluer naturellement. On a un peu des exemples dans les sanctuaires, et on voit qu'en fait, ils ont une agentivité folle. On voit que dès qu'on commence à relationner avec ces animaux-là, ils développent des capacités qui sont dingues. Mais pour l'instant, on n'a aucune idée de ce que ça pourrait donner parce qu'on n'a jamais vraiment essayé. Pour moi, une des perspectives importantes pour réinventer ce rapport, ces relations, c'est le sensible, c'est l'émerveillement, ce sont les relations, ce sont les attachements. Évidemment auprès d'un certain nombre d'animaux de compagnie, ça, les gens le vivent au quotidien, et même au plein cœur du XVIIIe ou XIXe siècle, on a des récits, alors qui baignent dans un récit très rationnel, etc., de personnes qui décrivent finalement la vie des animaux de compagnie, de leurs animaux, et qui montrent une vraie proximité. Un exemple, nous, à la SNPN, on a mené une étude pour essayer, une étude d'action, pour essayer d'apaiser la cohabitation entre des communautés humaines, hein, dans des villages, et des castors, qui avaient choisi d'habiter dans ce village et qui posaient donc des soucis parce qu'ils abattaient des arbres, ceux qu'il ne fallait pas, évidemment. Et ils construisaient des barrages qui inondaient des morceaux de territoire qu'il ne fallait pas inonder. Bon, voilà, du point de vue des humains. Donc il y avait des tensions comme ça dans des communautés, et certains demandant effectivement l'éradication des nuisibles, hein, donc des castors qui gênaient, ce à quoi l'OFB répondait, bah non, c'est une espèce protégée, vous n'avez pas le droit, etc. Bon, bref, donc des crispations et des tensions. Et donc nous sommes intervenus par des enquêtes sur place, en donnant la parole aux personnes, et puis en organisant des réunions dans lesquelles on ne parlait pas d'abord des castors, mais on parlait déjà des communautés humaines et de la façon dont ils vivaient, ils construisaient leur territoire, les humains, hein, et la façon dont ils le considéraient. Et à travers une carte, très simple, hein, une carte du territoire ou une photo aérienne, on leur demandait chacun d'indiquer où est-ce qu'ils aimaient se promener le dimanche. Bon, surprise, ils n'aimaient pas se promener le long des routes, voilà, dans les zones industrielles. Bon, ça, les humains, ils n'aiment pas trop. Ils préféraient se promener, la randonnée du dimanche, dans des milieux plutôt naturels, éventuellement agricoles, dans les forêts, le long des cours d'eau. Voilà, et c'est les lieux qui étaient pour eux le plus valorisant au niveau de leur territoire communal. Et on a, à un moment donné, la discussion, superposé cette carte avec la carte de présence des castors. Et aux surprises,
les castors habitaient justement dans les endroits que les humains appréciaient le plus. Pire, les castors construisaient ces écosystèmes que les humains appréciaient et où ils aimaient se promener. Et là, grande surprise, hein, les castors ne devenaient plus des nuisibles, mais venaient des personnes qui, globalement, appréciaient les mêmes lieux que les humains. Et d'une certaine façon, certains nous diront c'est de l'anthropomorphisme, mais on a tissé une relation de voisinage entre des humains et des castors, et qui ont fait que la relation s'est ensuite apaisée. Certes, les castors continuaient à gêner, mais en même temps, on leur reconnaissait le pouvoir de produire, pardon d'utiliser ce terme, une belle nature qui intéressait aussi les humains. Et par cet attachement, on arrive à dépasser un certain nombre de conflits. Alors là, c'est une belle histoire que je vous raconte, hein. Ça ne se finit pas toujours comme ça, et la cohabitation peut être très, très compliquée. Il y a des coups de fusil qui partent comme ça aussi, sans qu'on le sache vraiment, voire on a même retrouvé des castors cloués sur des portails, d'accord, parce que la présence de cet envahisseur, pour reprendre un mot que tu as employé, devenait tellement insupportable qu'on s'est amusé à le clouer sur un portail. Vous voyez, donc la situation n'est pas si simple, mais je crois que par le côté sensible, on peut retisser des relations qui sont pas simplement rationnelles, mais qui peuvent être aussi en partie spirituelles. Et je crois que la solution, vraiment, hein, la solution aux crises écologiques que nous traversons, elle me paraît avant tout culturelle plutôt que rationnelle ou matérielle. Oui, moi je pense que la condition sine qua non pour effectivement arriver à construire une éthique satisfaisante qui profite à tous, quels que soient les animaux, c'est déjà sortir de la réification, on l'a dit beaucoup, arrêter d'être dans le paradigme de l'animal-objet, mais une autre condition nécessaire, c'est apprendre à s'émerveiller, ce qui fait bien sûr ravi de la crèche, mais les sciences de la vie, quand on enseigne les bases aux enfants, leur permettent de développer cette capacité d'émerveillement. Vous aviez Réaumur, qui était quand même un des pionniers au début du XVIIIe siècle de l'étude des insectes, qui insistait sur la motivation d'émerveillement pour respecter ces petites bêtes, d'ailleurs un peu plus tard, Buffon disait négligeable pour la science car trop petite. Bon. Et à partir du moment où on instille cette capacité d'émerveillement et que aussi, alors là je vous décris un idéal, on en est encore loin, que les sciences et les sciences de la vie font partie de la culture, ben, il y a une porte d'issue culturelle, parce que quand les gens commencent à considérer que tous ces êtres sentients, non contents d'être sentients, ce qui savent faire les sciences font partie de leur patrimoine culturel, ça change tout. Mais bien sûr, là, je décris un schéma idéal, hein, on en est loin. Oui. Là, on a parlé des castors, on a parlé des abeilles. Bon, il y a quand même des bestioles qui sont un petit peu plus complexes à avoir comme amis. Il y a l'ours, il y a pour certains le loup, il y a pour d'autres les moustiques. Enfin, il y a des animaux qui nous gênent plus que d'autres. Comment on fait avec cela ? Eh bien, on négocie. Moi, je le dis très, très nettement, on négocie la place de chacun. D'abord, il faut imaginer que le monde, dans ce monde actuel, enfin, en tout cas dans nos sociétés occidentales, mais un peu partout ailleurs, l'humain a pris toute la place. Pardon, hein, mais les aires protégées en France, malgré les grandes déclarations à l'UNOC, hein, les aires protégées en France hexagonale, protection forte, dite forte, c'est 1,4% du territoire français. Et dans une bonne partie de ces zones en protection forte, la chasse est autorisée, ainsi que d'autres activités extractives. Bon, donc finalement, quelle part on laisse à une nature un peu sauvage, un peu préservée, avec la liberté dont je parlais tout à l'heure d'exister, c'est quand même réduit à la portion congrue. Donc ces espèces-là, pour exister, elles ont d'autres choix que de vivre avec les humains. Et donc, parce qu'elles veulent exister, eh ben, elles cherchent les bonnes façons d'exister. Et donc, pour les loups, par exemple, eh ben, ça peut être d'aller se nourrir sur certains troupeaux non gardés, non protégés. Voilà. Donc, les sociétés humaines ont construit la situation dans laquelle on est en difficulté. Bon, une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit et j'ai rien dit. Hein. J'ai pas apporté une solution. Néanmoins, les solutions, elles existent. Ça fait des années qu'on les connaît. Pour la cohabitation avec les grands prédateurs aussi, on les connaît, ces grands prédateurs. On sait comment ils fonctionnent.
il est assez aisé, j'ai pas dit gratuit, mais assez aisé de définir des façons de s'en protéger ou de protéger un certain nombre d'éléments. Et en plus, on est accompagné par des financements de l'État pour faire cela. Bon. Donc il y a des solutions qui existent, qui fonctionnent dans un certain nombre d'autres pays et qui ont par moments du mal à fonctionner en France. Il faut qu'on s'interroge aussi sur la façon dont on conduit nos politiques publiques. Donc là, je pense qu'on a une vraie responsabilité. Et puis, pardon, mais un loup divagant qui mange quelques brebis, si les brebis sont indemnisées, ce n'est quand même pas un drame fondamental dans les écosystèmes. Pardon de le dire ainsi. Et j'ai bien dit, à condition d'accompagner l'éleveur parce qu'il a subi une perte. Bon, je pense qu'on peut imaginer cela. Imaginez quand même que au début du XXe siècle, dans les années 1900, quand en Belgique et en Luxembourg, ils ont fait disparaître les derniers loups, il y a des agriculteurs qui se sont plaints par voie de presse, plusieurs, en disant ben maintenant que vous avez éradiqué les loups, nous on a des problèmes avec les sangliers. Là je vous parle des années, on est en 1900, hein. On est en 1900. Donc vous voyez, alors bien sûr ils n'ont pas conscientisé la notion d'écosystème à l'époque, mais ils avaient bien compris qu'il y avait une histoire quand même d'harmonie, d'équilibre, de régulation globale. Voilà. Donc il ne faut, à mon sens, pas toujours voir ces animaux comme étant des problèmes, mais ils peuvent être des solutions à un certain nombre de soucis. Oui, et puis considérer les animaux autres comme dignes non seulement d'exister, mais dignes d'être des partenaires qu'on prend en compte dans nos sociétés, ça passe par des compromis, toujours comme en éthique. Parce que n'importe quel philosophe spécialisé en éthique, moi je me souviens d'avoir discuté avec Corinne Pelluchon, qui travaille beaucoup là-dessus, vous le dira, c'est jamais totalement satisfaisant une éthique. Et compromis. Et quelque part, je vous citais les Hadza, on peut citer d'autres peuples anciens qui avaient cette sensibilité, d'autres n'avaient pas du tout cette sensibilité. Hein. Bon, les Romains, sans faire dans le stéréotype sur la culture latine, on voit bien avec les animaux d'arène. Mais les sociétés anciennes qui avaient cette sensibilité, c'était le côté, je sais, c'est pas bien de te tuer, mais en même temps, j'ai conscience que j'ai besoin de toi, il faut pas que je tue trop. Il y a toujours cette idée pré-écosystème. Bien. Et donc, en fait, on s'aperçoit que dans ces sociétés-là, ces rituels, c'est pour réparer. Hein, comme disent les psys, réparer, ça veut dire qu'ils savent qu'il y a un problème s'ils ont tué l'animal. Mais ça exprime aussi le fait qu'on ne trouvera jamais de solution idéale, mais par contre, si on reconnaît les êtres sentients dans leur droit d'exister, on peut mettre en place des compromis éthiques qui les considèrent de plein pied comme des partenaires dans nos sociétés. Et ça serait déjà énorme. Ouais, ta question, elle m'a fait penser à une idée que j'aime bien, et c'est pareil, c'est Donaldson et Kim Lika qui, pas dans Zoopolis, mais à d'autres moments qui en parlent. C'est la notion d'ambassade. Alors, ils en parlent beaucoup pour les animaux sauvages, en effet. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, eux, à la base, c'est des philosophes qui ont beaucoup travaillé sur les droits humains, sur la multiculturalité. Donc, en fait, ils essaient de traduire tout ce qu'ils ont appris sur la question de comment déjà les géants s'entendent entre eux, la question des frontières, la question de la résidence, de la migration. Et ils transposent, en fait, les dispositifs politiques et juridiques aux animaux. Et c'est pour ça qu'en fait, du coup, c'est des mots qui peuvent surprendre, la citoyenneté, la résidentialité, la souveraineté, mais en fait, en vrai, c'est juste ce qu'on a déjà fait pour nos propres sociétés. Parce qu'eux considèrent que les animaux, c'est pas des ingrédients, c'est pas des aliments, mais c'est des nations, c'est des peuples, c'est pas des populations, c'est pas des espèces, c'est des individus. Et du coup, dès lors qu'on commence à développer une autre ontologie animale, on peut aller sur ces questions d'ambassade, on peut se dire finalement, est-ce que la question animale, c'est une question de gouvernance nationale? Est-ce que c'est des peuples à gouverner? Ou est-ce que c'est de la diplomatie internationale? Est-ce que c'est des peuples avec lesquels il faut discuter? Comment est-ce qu'on peut discuter? Qui les représente? Voilà, et du coup là je trouve que c'est une très belle piste, l'ambassade, pour parler de ce sujet, en tout cas des nouvelles relations. Y a-t-il des questions dans la salle? Oui, plein. Super. Allons-y. Oui,
D'une part, je voulais faire ma féministe de service pour commencer. Je trouve que les deux messieurs qui disent des choses très intéressantes, c'est un petit peu un binôme, mais j'aurais bien aimé que Charlotte ait un petit peu plus la parole. Voilà, ça c'est une observation. Sinon, oui, j'avais... une première observation, il y a des choses très intéressantes, bien sûr, qui se sont dites dans cette conférence. Alors, moi, d'une part, je regrette un peu que la question politique soit un peu occultée. Et en ce qui concerne la violence les violences qui sont exercées sur les animaux, je différencie tout à fait les violences qu'on pourrait qualifier d'individuelles, c'est-à-dire qui peuvent être la violence d'un propriétaire avec son animal, d'un chasseur, etc. Et les violences institutionnelles, c'est-à-dire violences institutionnelles qui sont à la fois élevage et abattoir, et le sujet que je connais le mieux, dont on a peu parlé aujourd'hui, l'expérimentation animale. Donc là, ce sont finalement des violences qui sont exercées en toute légalité. Alors certaines personnes se révoltent contre tel ou tel abus. Toujours est-il qu'in fine, la société, globalement, quand même, accepte ces violences-là. Donc là, la réification, le mot qui a été employé à plusieurs reprises, il est tout à fait porté à son paroxysme en ce qui concerne l'expérimentation animale, puisque là, c'est clair, on parle même plus d'animaux, on parle de matériel biologique, matériel de laboratoire, voire d'organismes. Donc là, et j'ai lu beaucoup de déclarations, de projets, bon, et c'est bien les termes qui sont employés, donc c'est pas du fantasme. Alors, ça c'est l'observation. La question que je voulais poser aux uns et aux autres, c'était, on parlait de cette ligne entre ce qui est animal, ce qui est non humain ou non animal, enfin bref, cette espèce de ligne de partage. Et je trouve que là, il y a une question essentielle et qui ne mobilise pas les foules, malheureusement, c'est justement dans la science une utilisation de plus en plus importante des animaux génétiquement modifiés. Ça existe déjà depuis pas mal d'années. Et depuis un nombre d'années un peu plus restreint, ce qu'on appelle les animaux transgéniques. Donc transgéniques, effectivement, où des gènes d'une espèce sont effectivement introduits dans le code génétique d'une autre espèce. Et maintenant, comme l'être humain aime bien jouer à l'apprenti sorcier, depuis quelques années, on a des animaux transgéniques qu'on appelle chimériques, c'est-à-dire où on a des gènes humains qui sont donc introduits dans des ADN d'animaux. Et donc le point culminant qui est atteint en Chine, au Japon, enfin et les Européens voudraient bien pouvoir faire la même chose. Ils sont un peu bridés par la réglementation, mais petit à petit les interdits sautent les uns après les autres. C'est-à-dire qu'on fait ça avec des primates dits non humains pour les différencier des primates humains. Et on a donc certaines chimères primates non humains, primates humains, va-t-on dire. Je ne sais pas comment les appeler exactement. Et est-ce que ça, justement, là au niveau éthique, c'est plutôt cet aspect-là qui m'intéresse, justement, on a un vrai problème. On n'a malheureusement pas eu la levée de bouclier qui s'imposait au moment où la loi bioéthique a été discutée en 2022, je crois, et où finalement les parlementaires se sont laissés embobiner par les chercheurs qui leur ont dit oh ben oui, mais ça permettra. Qu'est-ce que ça permettra? Les xénogreffes, c'est-à-dire, et là il y a un élevage, par exemple, il y a un exemple en France, il y a eu des crédits, il y a des crédits qui sont débloqués dans le cadre de France 2030 pour un élevage de porcs qui vont être donc génétiquement modifiés avec des gènes humains sur lesquels on se propose pour l'instant de récupérer des reins. Alors ça existe aux États-Unis aussi, donc il y a eu des patients, voilà, qui ont survécu peu de temps. Voilà, j'étais un peu longue, mais la question c'est de savoir un peu le positionnement des uns et des autres sur cette limite qui est en train de sauter, parce que si par exemple j'ai des reins ou un cœur de porc ou de singe, est-ce que je suis encore totalement humain? Est-ce que l'animal est devenu humain? Enfin bref, c'est cette limite. En fait, comme vous l'avez bien dit, il y a plusieurs questions dans la question. Je pense qu'on peut conclure qu'au cas par cas.
quand des chercheurs, parce qu'il ne faut pas non plus globaliser les chercheurs et considérer que tous sont liés à des intérêts appliqués, quand des chercheurs fondamentaux en santé vous disent « Ah, si je mets une GFP, c'est Green Fluorescent Protein, c'est une protéine de méduse, qui me permet de tracer les déplacements des neurones dans le cerveau en construction de tel animal qui est un modèle de l'autisme, je comprends mieux ce qui se passe au niveau de la jeunesse du cerveau autistique. » À ce moment-là, cette personne, à tort ou à raison, y compris en tant que chercheur ou chercheuse, se dit « je vais peut-être faire avancer des questions thérapeutiques de santé ». Et à l'autre bout, vous avez des débats comme autour des xénogreffes et des reins de porc, où pour l'instant ça ne marche pas. Déjà, d'un point de vue santé, ça fait 30 à 40 ans qu'il y a des tentatives, ça ne marche pas, et ça pose des problèmes éthiques sur les porcs en question. Mais je pense qu'il faut voir au cas par cas, parce que tous les chercheurs qui travaillent sur ces questions-là ne sont pas des opposants à l'éthique animale. Certains, à tort ou à raison, pensent pouvoir aboutir à un progrès en termes de santé humaine, voire animale, pour comprendre certains mécanismes, certaines pathologies. C'est d'une très très grande complexité, mais cela dit, évidemment, qu'on ne peut pas considérer a priori qu'on a tous les droits, même au nom de la santé, sur des êtres vivants autres. Moi, personnellement, le terme d'organisme ne me choque absolument pas. C'est un terme naturaliste qui n'a pas de connotation idéologique particulière. Nous sommes un organisme vivant, nous autres êtres humains. Voilà. Donc, là encore, ce qu'il faut, c'est que ces débats-là soient mis sur la table et qu'il y ait des acteurs sociaux différents qui puissent faire valoir leur point de vue. Qu'on ne soit pas dans un registre de société des experts où on a été longtemps dans les sociétés occidentales, et on sait bien que parfois ça fait des dégâts, notamment dans le domaine environnemental. Dormez tranquille, nous on est experts, on décide pour vous, ce qui est antidémocratique bien sûr. Du coup, c'est la lecture que j'en fais parce qu'elle était très profuse. Et je ne suis pas, loin de là, spécialiste dans tous les aspects que vous avez abordés. Donc je ne peux pas répondre à ce sur quoi je ne suis pas compétent. Ouais, c'est vrai que c'est plus l'aspect scientifique que je maîtrise moins, mais par contre, je pense que c'est super intéressant cette question de l'expérimentation animale, parce que c'est vraiment l'endroit où, pour le coup, on utilise les animaux parce que ça peut sauver des vies, quoi. Donc c'est même pas l'alimentation, c'est l'argument qui est utilisé aujourd'hui. Et moi, ce que j'observe en tout cas dans ce milieu, parce qu'on parle beaucoup d'éthique dans l'expérimentation animale, et je trouve que c'est intéressant de dissocier l'éthique fonctionnelle. Donc on est dans un cadre qu'on a décidé et on va essayer d'optimiser la performance dans ce cadre. Donc le bien-être animal, c'est de l'éthique fonctionnelle. On décide que les animaux vont mourir, mais on essaie de le faire un peu mieux. Les 3 R que tu évoquais, on décide que c'est OK l'expérimentation animale, mais on va essayer de faire un peu mieux. Et pour le coup, je trouve que la communauté scientifique... Ou la supprimer, il ne faut pas oublier le premier R. L'idéal du 3 R, c'est qu'on arrive à la supprimer. Comment ? Ouais, la réduire. En tout cas, ce que j'observe dans la communauté scientifique, une partie d'entre elles en tout cas, c'est que le cadre, enfin la question morale et éthique au sens... l'éthique morale n'est jamais adressée au sens philosophique du terme, et elle est mise à distance justement en se reposant sur l'éthique fonctionnelle. Et je trouve que c'est cette question de différence d'éthique, elle est valable pour tous les animaux, pour tous les cadres d'exploitation. Et c'est important, quand on veut développer son esprit critique, de faire la différence entre cette éthique fonctionnelle qui nous rassure et qui, quelque part, nous déculpabilise aussi d'utiliser les animaux, et ne pas se dédouaner des questions d'éthique morale qui sous-tendent tous les usages qu'on a des animaux, à savoir, les animaux nous appartiennent-ils? Sont-ils sentients? A-t-on le droit de disposer de leur vie comme bon nous semble? Voilà, du coup, il y a... Merci d'avoir rappelé ça. Non, mais moi, je suis très sens. Je ne réponds pas indirectement, madame, mais si je réagis plus à Rémi, c'est parce qu'on a plus de domaines d'expertise qui se recoupent. Mais là, je connais aussi ces questions-là, et je suis sensible à ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il est clair que pendant longtemps, les chercheurs qui travaillent sur des modèles animaux se sont réfugiés inconsciemment, même quand ils sont sensibles aux droits de l'animal, derrière l'éthique fonctionnelle. Bon. Et alors, effectivement, il y a des instances qui essaient de changer ça en ce moment. Justement, et moi je ne suis pas
représentant de cette instance, mais j'y contribue, le FC3R, on essaie de construire des formations pour jeunes chercheurs où il y a des enseignements d'éthique morale en tant que telle. C'est-à-dire, on leur dira, attention, l'éthique n'est pas soluble dans la méthodologie. C'est pas parce que vous avez une méthodologie d'un point de vue fonctionnel qui fait moins souffrir que vous avez réglé le problème de votre rapport éthique à l'animal de laboratoire. Donc, il y a une évolution à ce moment-là, mais qui n'est pas une évolution pilotée. Il y a des instances, effectivement, du type FC3R et d'autres, mais il y a aussi les chercheurs qui se posent de plus en plus de questions, parce que c'est des citoyens comme nous, et ils ont des interrogations. Hein, par exemple, le chercheur végétarien qui travaille sur modèles animaux durs, ça existe, moi j'en ai croisé. Et ça, c'est complexe pour lui à gérer. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? La chaleur accable tout le monde. Bien. Peut-être on peut... Ah, Laurent. Ah, ça y est. Merci. Moi, je me présente rapidement. Je m'appelle Axel Pleyhoust-Bror. Je suis journaliste scientifique spécialisée en souffrance animale, bien-être animal, conditions animales. On met souvent, quand on parle du rapport aux animaux, de ce qu'on a le droit de leur faire subir ou non, on se focalise beaucoup sur la mise à mort des animaux, pour des raisons évidentes de choc moral et d'injustice qui peut leur être faite. Mais moi, à force de travailler sur l'industrie de l'élevage, la zootechnie, ce genre d'univers, je me suis rendu compte qu'une dimension fondamentale de notre rapport aux animaux, c'est la mise en vie des animaux. L'élevage, on parlait des chiffres édifiants du nombre d'animaux tués pour la production alimentaire, et ce qu'on a tendance à ne pas voir, mais notamment parce que l'industrie occulte ça opportunément, c'est que toutes ces quantités d'animaux sont mis constamment en vie avec l'insémination artificielle, les accouvoirs, toute cette zootechnie aussi de sélection génétique pour produire des animaux extrêmement productifs. Donc voilà, c'est juste une réflexion que je me fais que est-ce qu'on a le droit de mettre en vie des animaux qui ont un destin de souffrance et une mise à mort programmée à une date précise alors qu'ils ne sont pas encore nés. Et peut-être un point très rapide sur la question posée juste avant sur les catégories humain, non humain, humain, animal, animalité, humanité, où se situe la frontière. Pour moi, ces questions-là, effectivement, montrent bien que la frontière, elle est mouvante, parce qu'on ne parle pas seulement d'appartenance biologique, on parle de catégories politiques. On sait très bien que être animalisé, être déshumanisé, c'est vraiment un mécanisme politique d'insulte, de sous-citoyenneté qui permet et qui légitime des rapports de domination de type sexisme, racisme, colonialisme, etc. Et une dimension fondamentale pour faire avancer les débats et comprendre l'animalisation des humains, c'est se poser la question de l'animalisation des animaux. Ça peut paraître bizarre de parler d'animalisation des animaux, mais c'est fondamental pour comprendre la construction historique, mais en fait qui se rejoue continuellement, la construction de ces catégories en opposition, humanité, animalité, qui est en fait une question de position sociale, de qui a le droit à la dignité, qui a le droit de voir des intérêts fondamentaux reconnus et respectés. Donc voilà, en fait la question de l'appartenance d'espèces, pour moi il faut vraiment parler d'espèces sociales, d'animalisation des animaux, et tout ça ce sont des concepts je pense fructueux pour faire aussi avancer la réflexion politique, de la même façon que les féministes parlent de genre et de sexe social, de race sociale, de racialisation. Tout ça, c'est pas des mots juste pour complexifier le débat et sonner woke. C'est des mots qui épistémologiquement font avancer la réflexion politique. Et on a absolument besoin d'une réflexion politique sur le sort des animaux qui relève de la tragédie morale. Merci. Est-ce que vous souhaitez réagir ?
Oui, merci de cela. Je suis en accord avec tout ça. Moi, je pense qu'il y a une perspective aussi, enfin, en tout cas celle que je porte, pour le coup, je pense avec Benoît, parce qu'on a ça en commun, c'est d'envisager le problème sous un angle écologique, au sens de science de l'écologie. En écologie, on parle de communauté biotique, communauté biologique. Voilà. Et dans la communauté biologique, les humains en font partie. Et tout le reste aussi du vivant. Et donc cette notion de communauté est quelque chose d'important parce que ça montre que ces catégories, elles sont en interaction permanente, en interaction et en interdépendance. Et donc cela, ça vient interroger pour le coup la distinction entre humains et animaux, et au sein des animaux, cette globalisation de dire l'animal. Non, ça n'existe pas l'animal. Ce sont des animaux, et parmi les animaux, il y a, comme chez les humains, des individus, enfin on l'a dit tout à l'heure. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, et cette lecture-là, elle me paraît intéressante parce qu'elle elle remet, une expression vieillotte, elle remet l'église au cœur du village. C'est-à-dire qu'on est en relation avec tout le monde vivant. Et on est aussi en relation avec le monde qui n'est pas vivant, mais un écosystème, c'est une écosphère. Il y a de l'air, il y a de l'eau, il y a des minéraux, et tout ça, c'est avec du vivant qui fonctionne. Vous enlevez un élément, il n'y a plus rien qui fonctionne. Voilà. Donc je pense que cette vision écologique en tant que système écologique, elle me paraît aussi essentielle dans le débat actuel. Et elle permet de remettre chacun à sa place. Oui, et je pense que c'est très bien de déconstruire certaines catégories, c'est très important, parce qu'on en est souvent victime de ces catégories-là. On sait très bien qu'il y a eu des concepts ad hoc pour rejeter aux frontières de l'humanité, ou en dehors de l'humanité, des peuples entiers, des gens qui avaient un phénotype qui ne nous plaisait pas. Il faut comprendre par exemple qu'à la fin du 19e siècle, beaucoup de penseurs occidentaux considéraient que les papous n'avaient pas un niveau intellectuel qui les faisait entrer dans l'humanité. Bertrand Russell, qui était quand même un penseur qui a vécu près de 100 ans, si je me souviens bien, et qui était très progressiste à la fin des années 1960, en 1895, dans sa correspondance, c'est ce qu'il écrit. Donc, visiblement, il a réussi à s'affranchir d'un certain nombre de préjugés et à changer de catégorie. Donc, oui, des catégories excluantes comme ça, d'abord de certaines catégories d'humains, femmes, cultures exotiques, minoritaires, individus à phénotype éloigné du phénotype blanc occidental, puis ensuite tel animal, et ces catégories-là, elles ont été peu à peu réduites, mais elles doivent être encore réduites dans leur portée, leur nuisance. Mais vous savez, ce côté ramener tout à son groupe, eh bien, ça va du racisme et de l'ethnocentrisme au primatocentrisme. Il y a encore quelques décennies, beaucoup d'éthologues, et pas forcément des primatologues, considéraient qu'il y a tout un tas de capacités cognitives qu'on ne pouvait pas trouver ailleurs que chez les primates. Il y a quelques décennies, on considérait qu'il y avait certains comportements, je pense notamment au comportement du jeu, qui ne pouvaient être trouvés que chez les oiseaux et les mammifères, parce que c'était les vertébrés supérieurs, etc. Donc c'est un peu sans fin, cette lutte pour déconstruire des concepts qui nous amènent à de l'exclusion plutôt que de créer du lien et tenir compte effectivement de la dimension communautaire d'interdépendance qu'on a avec les autres vivants. Si on ne tient pas compte de cette interdépendance, on ne s'en sortira pas. On a un destin lié. Charlotte, ça doit t'intéresser, toi, cette idée d'animaliser les animaux. Ouais, oui, parce qu'on parle du langage, donc évidemment, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et je pense qu'on n'a pas parlé en effet de ce continuum entre nous et les animaux, mais le droit a dit on coupe là, alors qu'en fait, d'un point de vue de l'évolution, la hiérarchie n'a pas de fondement. La hiérarchie biologique n'a pas de fondement. Enfin, faut le rappeler. On a l'impression qu'on est en haut de la pyramide. En fait, biologiquement, on nous dit juste non. On est un animal parmi d'autres. On a évolué au hasard. Et il se trouve que on n'est pas supérieur. On est juste différent. Et le droit a dit on coupe là. Alors qu'on a tous les animaux, et nous compris, avons un ancêtre commun. Et merci du coup, Axel, d'avoir parlé de toutes les coulisses
en fait, de la condition animale, parce qu'en effet, leur vie même, la question de leur vie se pose. Et ce que tu disais, ça me faisait penser au livre de Marie-Claude Marsolier, du Muséum. Donc elle est généticienne, je crois, biologiste. Elle a écrit un livre qui est un peu passé inaperçu, et pour moi, il est dans le top 3 des livres importants. Et les gens qui écrivent ici, peut-être ça les intéressera. Ça s'appelle « Le mépris des bêtes ». Et elle développe le concept de misotérie. Donc, le mépris des bêtes, c'est la misotérie. Et elle parle justement de tout ce langage, de toute cette infériorisation par le langage. Et tous les noms d'animaux, chienne, vipère, balance ton porc. Donc en fait, pour chaque animal, en gros, est une insulte. Et malgré tout, quand on continue à utiliser cette ontologie, on perpétue aussi cette infériorisation des animaux. Et pour elle, il y a quelque chose qui est très important, c'est la notion de personne. Elle dit, quand on va commencer à parler des animaux en utilisant le mot de personne animale, là on aura fait un grand pas, parce qu'aujourd'hui on leur refuse tout ce qui est de la nature humaine, et donc tout ce qui est du registre de la personne, à savoir les émotions, la rationalité, l'empathie, et même les parties du corps. Son bouquin, il est parti comme ça, en fait. Elle avait des collègues qui travaillaient sur les primates. Et en fait, ils se questionnaient sur quel mot on doit employer pour les primates. Est-ce que c'est des mains? Est-ce que c'est un nez? Est-ce que c'est un visage? Et il y avait une sorte de flottement, et c'est toujours cette idée aussi de frontière. Il y avait ce flottement entre les mots qu'on doit employer. Et elle s'est dit, en fait, c'est bizarre qu'on emploie des mots différents pour décrire une réalité biologique identique. Bah oui, ils ont un visage. Bah oui, ils ont une bouche et un nez. Et donc, elle a commencé à s'intéresser à cette question du langage. Et les femmes accouchent, les animaux mettent bas. Et rien que ce truc-là, tout simple, quand vous dites qu'une femme met bas, bah, c'est une insulte, alors qu'en fait, ça veut dire la même chose. Donc, il y a un travail rhétorique qui a été fait consciemment, mais aujourd'hui c'est totalement inconscient, engrammé dans notre langage, qui infériorise les animaux. Et donc pour sortir de ces conditionnements et de ces dominations, déjà, il y a besoin de déconstruire ce langage. Donc merci de nous l'avoir rappelé. Une question brève pour Charlotte. Tu as parlé de faire entrer l'éthique animale dans les entreprises. Concrètement, ça se passe comment dans le secteur agro-industriel? C'est compliqué. L'idée, c'est de travailler sur 2 axes. La réduction des impacts négatifs et la maximisation des impacts positifs. Ça veut dire qu'en gros, les entreprises qui dépendent des animaux par leurs matières premières, on va essayer de réduire cette dépendance aux matières premières. On va les aider à définir des trajectoires vers 0 souffrance animale. L214 a sorti il y a quelques semaines ou quelques jours à peine ce que l'association a appelé le sauvetage du siècle, c'est-à-dire réduire de moitié le nombre d'animaux tués d'ici 2030. Donc typiquement, c'est un élément qu'on peut récupérer pour définir avec les entreprises une trajectoire. Et ensuite, on va essayer de travailler sur leurs impacts positifs. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour améliorer le sort des animaux? Je suis un constructeur de voitures, je suis Nissan. J'ai inventé, récemment d'ailleurs, un dispositif qui permet d'éviter les collisions. Voilà, ce sont des innovations qui permettent de sauver des vies et qui sont aussi, à mon sens, assez intéressantes, même si l'objectif prioritaire, c'est de réduire la souffrance et le nombre d'animaux tués. C'est plus clair ? Dans la suite des 2 questions qui ont été posées, excellentes, sur les animaux qu'on met en vie, qu'on amène à la vie pour les tuer, il serait temps de faire quand même une pédagogie dans les écoles, dans les syndicats,
Parce que si vous connaissez un peu la Sologne, partout en Sologne, il y a des élevages, moi j'ai vécu là-dedans, dans des élevages de faisans qui sont gardés jusqu'à la chasse et qui venaient dans mon jardin picorer et je pouvais rien faire. On était obligé de klaxonner pour passer. Et les élevages de sangliers qui sont élevés pour tuer. Qu'est-ce qu'on fait contre ça? Ils ont une conscience animale, ces sangliers. Je ne parle pas des cerfs et des autres. Mais là, les sangliers et les faisans, tout le gibier, c'est absolument scandaleux. On fait la même chose sur le poisson. Il y a des élevages, les bars qui sont pêchés pour faire du faux bar de ligne. L'animalité est complètement niée dans ces activités. Voilà. C'est tout. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis un ami de Georges Chapoutier, justement, il m'a beaucoup parlé du rire du singe, du primate, du chimpanzé. Donc justement, on partage les mêmes convictions là-dessus. Mais je trouve ça extrêmement choquant. Madame avait raison, c'est-à-dire ces animaux qui sont élevés, nourris avec des aliments pourris, dégueulasses, des médicaments, des choses, pour être abattus le dimanche par des Russes friqués qui arrivent en hélicoptère. Je l'ai vu. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Prenez la pédagogie, c'est ça? Éviter que ces gens agissent comme ça. Ouais, moi je voulais revenir aussi sur ce qu'a dit Axel, parce que ce que j'ai entendu, c'est quelle est la légitimité pour mettre des animaux en vie. Et pour moi, c'est l'humain qui a un gros souci, et les femmes en sont grandement... C'est-à-dire qu'une femme ne met plus en vie, elle ne donne plus son enfant à la vie. On a une société, il y a des... Et en fait, la notion de vie n'existe plus. Ça, c'est un premier constat. Donc effectivement, est-ce qu'on peut critiquer ou pas qu'on mette des animaux en vie, sachant que nos enfants à nous, est-ce qu'on les donne à la vie? Est-ce que c'est la vie qui va les... On les met à l'école, enfin, il n'y a aucun moment où la vie ne leur apporte quelque chose. Et du coup, la question que j'avais, c'est est-ce que vous pensez finalement que, vu que maintenant, toutes ces personnes qui ont des grosses entreprises, qui se sentent très menacées, finalement, le combat n'est-il pas fini, dans un sens ou dans l'autre? C'est-à-dire que la vie est-elle pas en train de menacer toute l'humanité? Moi, je voulais répondre non, mais donner des pistes de réponse à la question de monsieur. Écoutez, nous, les associations de protection de la nature et de l'environnement, on agit depuis 150 ans. On fait ce qu'on peut. Sans doute qu'on ne réussit pas tout, mais en même temps, on essaye de faire progresser et on se bat au quotidien. Nos militants, nos bénévoles, nos salariés, au quotidien, tous les jours, je peux vous le garantir, on est au front. Alors, moi, qu'on me demande qu'est-ce que je fais, en fait, j'y passe beaucoup de temps à titre personnel. Et je pense que la question, j'ai envie de la retourner à vous et puis à tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut que chacun s'interroge sur ce qu'il fait. Moi, voilà. Je fais avec l'OABA, j'ai travaillé pendant des années. Oui. Ils s'arrachaient les cheveux. Donc on agit y compris en Sologne, on agit avec des rapports de force qui nous sont rarement favorables, mais on met du nôtre, on met beaucoup d'énergie là-dessus, voilà. Alors peut-être qu'on n'est pas assez nombreux, peut-être qu'on n'est pas assez organisés, mais ne nous reprochons pas de ne rien faire. Je vous garantis que nos adhérents, nos bénévoles, nos militants, nos salariés, y passent beaucoup d'énergie, et encore plus dans le contexte actuel. Moi, je voudrais vous remercier effectivement d'avoir posé cette question de qu'est-ce qu'on fait, qui est vraiment la question qui devrait nous occuper nuit et jour. Je pense l'éducation, globalement, la sensibilisation, ça marche relativement peu. Je pense que ce qui marche, c'est le rapport de force et c'est la réflexion stratégique. Donc je pense qu'il faut se renseigner sur les associations, il faut leur demander quelle est leur stratégie,
voir un peu quelle est leur théorie du changement. Et puis, si la question, par exemple, de la souffrance animale intéresse ici des personnes dans la salle, il y a un événement annuel qui s'appelle les Estivales de la question animale, qui est un lieu de rendez-vous des personnes qui veulent réduire la souffrance animale de la façon la plus efficace possible, parce qu'il y a urgence. Et c'est un lieu d'élaboration stratégique, de réflexion, de retour sur les campagnes passées menées pour essayer de faire plus avec des quantités de ressources limitées. Donc c'est un énorme défi, mais je pense que la question du rapport de force, elle s'impose face à des gens qui n'ont absolument pas prévu de changer sans pression. Sur la question politique, quelqu'un veut s'exprimer ? On est tous des acteurs politiques, qu'on le veuille ou non. Et on essaie effectivement, je pense, beaucoup d'entre nous dans cette salle, d'agir à nos petits niveaux. Quand on travaille, comme certains d'entre nous, plusieurs années sur des livres, on essaie de déconstruire justement des notions fausses concernant l'animalité et les animaux autres, on ajoute notre petite pierre. Je crois qu'il faut être un peu constructif, c'est qu'il y a tout un tas de stratégies qu'il faut articuler. De même, les associations peinent parfois à la tâche, n'atteignent pas tous leurs objectifs, mais elles sont là. L'idée, c'est surtout de faire tâche d'huile avec différents moyens. Et je pense pas, en plus, cette fois-ci, je pense aux gens qu'on fréquente dans le quotidien, qu'on convaincra un certain nombre de citoyens de base de l'importance de ces questions en étant sur un mode de culpabilisation éventuelle. Par contre, de sensibilisation forte, oui. Et trouver des leviers qui soient émotionnels ou culturels, on en parlait tout à l'heure, oui. Mais oui, bien sûr, c'est complexe. Et tout ça, ça nous angoisse, c'est normal. Si on a un minimum de sensibilité, je pense que c'est angoissant, ces situations. Une dernière question. Ouais, après, moi là, je suis toujours touchée quand les gens sont... ça parle de la désespérance et de l'impuissance qu'on a à voir tout ce qu'on voit, en fait, et qui est tellement injuste. Et finalement, le scandale, c'est même pas ce qui se passe, c'est qu'on soit dans cette salle à se demander si c'est OK que ça se passe ou pas, encore, et que ça soit si long. Donc, voilà, merci en tout cas de témoigner de ce que vous voyez. Alors ça tombe bien parce que vous venez de prononcer le mot économie. C'est exactement là-dessus que je voulais rebondir. Parce qu'effectivement, on a parlé de la question de politique, mais on sait très bien que la politique, c'est lié aussi à l'économie. Que quand, par exemple, pour le domaine que je connais bien, l'utilisation des animaux à des fins scientifiques, on sait très bien qu'un des moyens d'avancer, y compris, comme le disait Axel, il y a le rapport de force, etc. Ça, c'est à prendre en compte, bien sûr. Il y a la communication et tout, mais il y a le travail avec... On a la chance, entre guillemets, en ce qui concerne l'expérimentation animale, que depuis une quinzaine d'années maintenant, il y a vraiment une évolution au niveau des alternatives à l'expérimentation animale. Il y a des choses qui évoluent vraiment très vite. Bon, on a du mal à avoir des crédits, enfin c'est très compliqué. Mais je pense que le travail des associations maintenant, c'est vraiment de mettre en avant l'atout économique des alternatives par rapport à l'expérimentation animale. Parce que l'expérimentation animale, là, on parle du coût en termes de vie animale, de souffrance, etc. Mais ça a un coût aussi pour tous les personnes imposables que nous sommes, c'est-à-dire que les médicaments qu'on achète, etc., et tout un tas de choses. D'ailleurs, les méthodes alternatives, ça avance plus vite dans le secteur industriel que dans le secteur public, c'est-à-dire dans la recherche appliquée, la toxicologie, que dans la recherche fondamentale, parce que les industries, elles se rendent bien compte qu'elles perdent beaucoup d'argent dans l'expérimentation animale. Donc peut-être faut-il utiliser d'autres leviers qui parleront plus aux financiers et à ceux qui veulent effectivement faire du rendement. Et les États-Unis à ce niveau-là sont bien en pointe et l'Europe malheureusement est un peu en retard. Donc effectivement, l'économie et la politique, en tout cas, c'est les deux faces de la même pièce, quoi. Donc il faut aussi utiliser ce levier, me semble-t-il. Voilà, c'est plutôt un avis que j'aimais parce que je connais assez bien le sujet, mais peut-être que voilà, il y aura des réactions par rapport à ça.
Des réactions? Non, on parle de système global, donc le domaine politique, le domaine culturel, le domaine économique, le domaine sociétal sont interconnectés. Et donc évidemment, c'est l'IPBES qui a dit ça d'ailleurs, en décembre 2024, juste là, avec un rapport, en indiquant que les 5 grandes crises environnementales étaient liées, qu'on ne pouvait pas en solutionner une sans prendre en compte les autres. La crise climatique, la crise de l'eau, la crise de la biodiversité, évidemment, tout cela c'est lié. Il rajoutait aussi la crise économique et sociale. Donc évidemment, tout ça forme un tout et tous ces aspects sont à prendre en compte et sur lesquels agir. Évidemment, le levier économique est un levier essentiel. Bon, je pense qu'on va conclure, si vous en êtes d'accord. Il me semble que ce qu'on s'est dit ce soir, c'est que tout était lié et que la condition animale n'était pas seulement le fait de la culture, mais que c'était aussi le fait de l'économie, de la politique et probablement du système agricole auquel tout le monde contribue et du système de consommation auquel tout le monde contribue. Donc il est probable que nous ayons tous une responsabilité dans cette petite histoire. Ouais, je voulais juste poser une question à nos 3 intervenants. On parlait de l'engagement politique. Il ne vous a pas échappé qu'il va y avoir une élection présidentielle. S'il y avait 2 idées à défendre ou à mettre en avant justement pour la cause animale, ce serait quoi? Je voulais juste avoir votre retour. Si on avait une petite idée, on a un parti animaliste qui existe, mais est-ce que auprès de nos grands concurrents qui vont concourir à l'élection suprême, est-ce qu'il y aurait, je ne sais pas, 2 idées, 2 propositions à faire passer? Moi, je veux bien du coup me lancer parce que c'est un peu le sujet aussi de mon bouquin. Les propositions, j'en fais 3 qui me paraissent les plus prégnantes. La création d'un ministère dédié aux animaux, parce qu'aujourd'hui c'est le ministère de l'Agriculture qui défend les intérêts des animaux qui l'exploitent. Donc il y a un conflit d'intérêts évident. La question de la personnalité juridique de l'animal, si on le reconnaît comme personne, s'il est sentient, alors il devient sujet de droit et il peut prétendre à une personnalité juridique. Et son entrée dans la Constitution, parce que l'idée que la question animale doit devenir un principe supérieur, c'est-à-dire être tout en haut de la hiérarchie des normes, me paraît intéressante symboliquement et techniquement. Qu'est-ce qu'on demande à un président de... Moi, je pense qu'il faut prendre en compte la réalité de la conscience animale, de la cognition animale, parce que à ce moment-là, on ne peut plus justifier un certain nombre de choses. Et malheureusement, c'est pas encore passé dans notre sens commun, comme disent les sociologues, nos représentations communes. Et ça devrait être des politiques de tous bords ça commence, qui portent ces notions-là pour essayer de faire changer les représentations collectives et du coup la sensibilisation des gens aux questions qui nous ont intéressés ce soir. Moi, puisqu'on parle de politique et de politique gouvernementale, la proposition, ça serait que la biodiversité soit prise en compte, les enjeux de la biodiversité pris en compte dans toutes les politiques publiques, et notamment dans toutes les politiques sectorielles, qu'elles soient liées aux forêts, qu'elles soient liées à l'agriculture, qu'elles soient liées à l'industrie, au transport, voilà, et que enfin les enjeux de biodiversité, qui sont les enjeux écologiques, c'est-à-dire ceux de la vie sur Terre, soient vraiment pris en compte. Merci. Ce coup-là, je vous dis pour de vrai au revoir. On va remercier l'Académie du climat qui nous a accueillis encore cette année. On se donne rendez-vous à la rentrée, puisque là, nous allons profiter d'une trêve estivale. Voilà, je vous souhaite à tous de très bonnes vacances.